Madame, mademoiselle, monsieur, bonjour. Nous sommes aujourd'hui le 10 avril 2008 et j'ai le plaisir de vous présenter notre émission Le Fait du jour. Nous allons consacrer cette émission à l'étude et à l'appréciation de la situation politique. Et pour ce faire, j'ai invité Jean-Christophe Mounik. Bonjour Jean-Christophe. Bonjour Claude. C'est toujours un plaisir de vous revoir et de bénéficier de vos lumières. Je précise pour ceux de nos téléspectateurs qui arrivent pour la première fois sur notre télévision que Jean-Christophe Mounik est journaliste et écrivain et que nous avons ensemble écrit un ouvrage intitulé La Révolution bleue est en marche, que je vous présente aux éditions François-Xavier de Guibert, un ouvrage qui a beaucoup profité à M. Sarkozy car il s'est beaucoup inspiré au moins des idées que nous exprimions à défaut des actes que nous préconisions. C'est vrai que la Révolution bleue a inspiré une bonne partie des nègres de Nicolas Sarkozy, et notamment d'ailleurs les écharpes bleues qui étaient notre emblème ont été repris par l'UMP pendant sa campagne. Voilà. Donc, ce que nous aurions aimé, c'est être plagiés au-delà des mots, c'est-à-dire que les faits suivent, bien entendu, les idées que nous avions exprimées et les actes que nous avions faits, car nous avons organisé beaucoup de manifestations sur les thèmes qui nous étaient chers. Je rappelle que les trois grands thèmes de la Révolution bleue étaient non à la chienlit, on savait pourquoi, non au trop-plein d'impôts et de charges, et non aux politiciens incapables. Je crois que, hélas, ces trois mots d'ordre ont conservé beaucoup d'actualité. Et je crois que ceux qui nous liront encore maintenant dans cet ouvrage La Révolution bleue est en marche constatera qu'il faut effectivement qu'elle reprenne sa marche, car nous sommes de nouveau, me semble-t-il, devant le blocage qui avait caractérisé les années mitterrandiennes et chiraciennes. Est-ce que c'est votre avis aujourd'hui ? Oui, c'est-à-dire que pas au niveau sémantique. Il y a des barrières qui ont été franchies et il y a des choses qui sont dites et qui ne l'étaient pas avant. On pense notamment à un des thèmes de la Révolution bleue dont vous aviez beaucoup parlé, qui est celui de l'endettement de la France, de la gravité de la situation en termes de déficit. On a vu d'abord François Fillon dire qu'il était à la tête d'un État qui était en situation de faillite sur le plan financier. C'était la première fois qu'un Premier ministre disait la réalité financière de notre pays. Et puis ensuite Nicolas Sarkozy a poursuivi en disant que les caisses de l'État étaient vides. Et puis enfin ça a été Éric Woerth, le ministre du budget, qui a dit les caisses sont plus que vides, puisque non seulement il n'y a rien dans les caisses, mais qu'il y a un trou de 50 milliards d'euros chaque année. Donc il y a des barrières qui ont été franchies et on ne commet plus d'erreurs, en tout cas beaucoup moins que sous la période Chirac et sous la période avant socialiste Jospin. Par contre, il est certain qu'il n'y a pas de rupture. On évite de charger la barge. D'un autre côté, on se demande aussi, pourrait-on la charger davantage ? Donc, parce qu'effectivement, au fur et à mesure, quand on arrive dans une période de déclin, il y a des moments où on peut continuer à dépenser, et puis il y a un moment où les caisses sont tellement vides que ça s'arrête et il n'y a plus possibilité de faire d'autres bêtises supplémentaires. Donc peut-être que c'est les marges financières qui poussent le pouvoir actuel à ne pas de prendre d'autres mesures qui soient contre-productives pour... Vous pensez essentiellement des hausses d'impôts. Oui, des hausses d'impôts notamment, et des dépenses publiques supplémentaires, etc. Donc on voit ils ne les réduisent pas alors qu'il faudrait les réduire. Voilà, mais on ne charge plus la barque. Voilà. Alors par contre, les réformes ne sont pas faites, et il faudrait un grand choc en France pour relancer la machine. Il faudrait probablement un choc fiscal. On sait qu'en France, le problème et le thème de Nicolas Sarkozy est juste. Il faudrait travailler plus pour gagner davantage. Le problème, c'est que quand on travaille en France, on ne gagne pas davantage, parce que vous avez le record du monde des prélèvements obligatoires sur le travail, qui sont de 72%, ce sont les statistiques de l'OCDE, qui sont repris dans la plupart des livres, et donc ça veut dire que quand un travailleur fournit un effort pour gagner 100, il ne lui reste que 28 au bout du compte, une fois qu'on a retiré toutes les charges sociales, les impôts sur le revenu, la TVA, etc.
Donc le travailleur n'a pas intérêt ou a un intérêt très limité à travailler, c'est normal. Tout est redistribué pour les retraités et pré-retraités, pour les personnes qui sont malades, pour les fonctionnaires, pour des gens qui viennent d'ici et d'ailleurs pour vivre de l'État-providence dans des logements sociaux, etc. Donc en fait cette situation ne s'est pas inversée et il n'y a pas de choc économique, macroéconomique, j'allais dire que ça pourrait être qu'un choc macroéconomique. Donc qu'est-ce qu'on pourrait envisager? On pourrait envisager une baisse massive des impôts, notamment sur le travail, de façon à encourager le travail. Ça pourrait être un basculement, par exemple, ce que vous préconisez de des assurances maladie et assurances retraite vers le privé, et puis ne laisser que la partie vraiment assistance aux personnes les plus faibles de l'État. Ça, ce serait un vrai choc. Ça créerait de la concurrence dans le domaine de la sécurité sociale. Ou bien alors, ce serait une sortie de l'euro qui créerait un vrai choc. Donc d'un seul coup, les Français paieraient, alors ça se traduirait instantanément par une dévaluation énorme. Les Français paieraient toutes leurs matières premières beaucoup plus chères, mais on constaterait la baisse du niveau de vie, et par contre, ça redonnerait un coup de fouet à la compétitivité des entreprises françaises. Donc là, les gens auraient intérêt à travailler, mais c'est vrai que l'ensemble des Français, du jour au lendemain, auraient un niveau de vie qui baisserait encore davantage. Mais de toute façon, il faudra passer par cette période de purge. Et donc, ces deux chocs, je les imagine, on peut en concevoir d'autres, mais ce sont les chocs les plus importants. 3 chocs avec une baisse de la fiscalité pourraient relancer la machine. Pour l'instant, rien n'est fait. Et donc, il n'y a aucune chance pour que la machine redémarre. Alors, on est effectivement dans le cas de figure que vous venez de décrire. L'inquiétude qu'on peut avoir, c'est qu'aucune des solutions que vous avez évoquées n'est finalement la bonne. Je veux dire que dans la situation actuelle, même une dévaluation qui suivrait la sortie de l'euro aurait certes quelques effets, mais au fond, elle produirait tellement de troubles et tellement de difficultés qu'on se demande même si le choc serait salvateur. Bon, en réalité, je pense et je défends cette idée depuis longtemps, on ne peut pas arriver à repartir sur des bonnes bases si on ne baisse pas massivement les prélèvements obligatoires. Et je suis, moi, partisan d'une baisse uniforme de 10% dans un premier temps de toutes les charges, qu'elles soient fiscales ou sociales, de manière à ce qu'il n'y ait d'abord aucune différence entre les gens. On ne peut pas écheniller les réformes, car sinon vous avez toujours des gens qui, souvent à juste titre, se plaignent en disant « mais pourquoi nous, pourquoi pas les autres ?» Il faut que ce soit pour tout le monde. Mais là encore, on se heurte à une difficulté supplémentaire, c'est que si vous faites cette baisse dans une économie qui est fortement perturbée par l'absence de croissance et par finalement une toute petite croissance qui ne tient qu'à la consommation, vous risquez de casser l'ensemble du système. Donc c'est une politique beaucoup plus ambitieuse qu'il faut faire, et personnellement je suis d'avis qu'on la fasse avec nos partenaires européens, qui comprendraient sans aucun doute, s'il y avait un plan crédible de rétablissement des finances publiques, la nécessité de le faire. Mais là on touche du doigt, et c'est là-dessus que je voulais vous interroger, une forme d'insuffisance de l'équipe gouvernementale et de l'équipe élyséenne. On se demande vraiment qui est capable au sein de la présidence de la République et au gouvernement de mettre en œuvre, d'expliquer, de faire passer un plan pareil. Personnellement, je ne vois personne. Je ne sais pas si vous avez des lumières sur le sujet, mais franchement, je suis assez pessimiste. Il est certain qu'on ne voit pas aujourd'hui se dégager une personne, un conseiller qui prendrait le dessus sur les autres, qui serait plus ambitieux, qui serait plus énergique, plus courageux. On ne voit pas un ministre qui ressorte vraiment du lot. On peut dire que François Fillon fait plus rigoureux que ne semble l'être Nicolas Sarkozy, mais jusqu'à présent, même s'il a eu des mots assez forts, et si on voit qu'il pousse à la réforme,
François Fillon ne passe pas pour avoir été un grand réformateur jusqu'à présent. Alors ensuite, le personnel politique, les hommes politiques peuvent se révéler dans des circonstances exceptionnelles. Et je pense que la France traverse aujourd'hui des circonstances assez exceptionnelles, puisqu'elle arrive au bout de son système probablement d'État-providence et de sécurité sociale, où on voit que la machine, on ne peut plus l'arrêter, et les gens qui produisent pour l'alimenter étouffent et n'en peuvent plus. Donc on est probablement arrivé au bout d'un chemin, mais maintenant il faut ouvrir une nouvelle voie, il faut trouver de nouvelles personnes pour faire ces nouvelles voies. En général, ce sont souvent les gens qui se recyclent au sein des partis politiques, la classe politique qui est déjà en place, mais pour l'instant on ne voit émerger aucune figure de proue, aucun réformateur, oui, aucun homme d'État. Enfin. Ce qu'on peut dire, c'est que nous sommes à la fin d'un double cycle. Un premier cycle que vous avez très bien décrit, c'est la fin de l'État-providence à la française, puisqu'on n'est plus capable de l'assumer, mais il y a aussi un cycle de représentation politique. C'est-à-dire que nous sommes à la fin d'une phase où le personnel politique a été recruté complètement en dehors de la société civile. C'est un monde en soi, qui ne vit qu'à travers ses propres critères et qui ne connaît pas la société dans laquelle il vit et qu'il dirige. Et je crois que le recrutement politique va être un des premiers thèmes de la réforme qu'il va falloir faire, car nous sommes actuellement face à une situation qui découle très directement du financement des partis politiques par l'État. À partir du moment où vous n'êtes pas représenté par un parti admis, enfin un parti installé, il est impossible de bénéficier de l'argent nécessaire pour faire campagne. Donc c'est tout ça qu'il faut changer, et je crois que dans le grand tremblement qui va avoir lieu inévitablement et qui accompagnera l'effondrement de l'État-providence, il y aura vraisemblablement la nécessité et même l'obligation de réformer également les règles du jeu politique, car au fond, si on regarde les républiques précédentes, Troisième et Quatrième République, elles ne sont tombées que sur des accidents historiques vraiment exceptionnels, mais leur personnel politique n'était pas médiocre, c'était des gens qui avaient fait leurs preuves. Et aujourd'hui, il vous suffit de passer le concours de l'École nationale d'administration pour devenir ministre, et même au-delà. Et je crois que le fond du problème est là. Enfin, ça, c'est dans une hypothèse qui va se réaliser, à mon avis, et je crois assez vite. Mais enfin, en attendant, il faut tout de même mener des actions, et à ce point de vue-là, on peut quand même déplorer l'apathie qui depuis longtemps frappe la société française. Est-ce que vous sentez quand même un petit peu de mouvement, un petit peu d'envie de réforme? Je vais vous décevoir, mais non, je sens une grande apathie. Les gens sont un peu tétanisés, comme des lapins au milieu d'une route, éclairés par les feux d'une voiture, et voient arriver la voiture, et ils restent là, sans bouger. Non, je crois que la population française ne sait pas. Je crois que les médias, hélas, les liens financiers entre la classe politique et la classe médiatique sont beaucoup trop forts, par le biais de ces conglomérats qui font affaire avec l'État. Et donc les médias ne jouent que très partiellement leur rôle. On voit ici ou là quelques petites critiques dans Marianne, quelques petites critiques dans Valeurs Actuelles, mais ça ne fait pas un mouvement d'opinion, et ça ne permet pas une prise de conscience de la part de la population. Donc la population sent qu'il y a un problème. La population aussi, il y a une chose très juste que vous avez soulignée, dans le sens où il faudrait un renouvellement de la classe politique. Il y avait un sondage qui montrait qu'il n'y avait plus que 28% des Français qui pensaient que la classe politique était soucieuse des intérêts de la population. 28%, 72% des Français considéraient qu'en fait, la classe politique était une caste à part qui, certes, aimerait bien que la situation de la population s'améliore, mais si ça ne s'améliore pas, c'est pas non plus son souci premier, puisqu'elle vit en dehors de ses contingences matérielles, elle est relativement aisée. Enfin, la plupart des élus sont aisés en comparaison des cadres, de nombreux cadres du privé. Et donc, ce fossé ne cesse de s'accroître avec les élites, mais c'est vrai que les Français ont
un rapport ambigu, puisqu'ils ont été à la fois, ils se sentent éloignés de la classe politique, et d'ailleurs, je dirais que Nicolas Sarkozy leur a fait comprendre de la manière la plus nette. Et en cela, il permettra peut-être aussi une prise de conscience de la part de la population. C'est-à-dire qu'il a dit qu'il serait un Français comme les autres, qu'il serait le défenseur du pouvoir d'achat. Et puis, dès qu'il a été élu, qu'a-t-il fait? Il a été dans son monde, dans un palace, au Fouquet's, entouré des personnes les plus riches de France, et il y avait quelques PDG du CAC 40, et ensuite l'un des hommes les plus riches de France lui a prêté un yacht, et puis ensuite il a épousé un mannequin qui était issu d'une très riche famille industrielle italienne, et donc il a clairement fait comprendre au peuple, moi j'appartiens à un monde qui est différent, j'appartiens au monde des gens qui ont des yachts, qui ont des avions, des jets privés, et ce sont ceux-là mes amis. Et puis au peuple, c'est le discours de Nicolas Sarkozy en disant que voulez-vous que je fasse, les caisses sont vides. Donc en gros la situation pour vous va être très difficile. Et donc là il y a une césure qui est énorme. Mais bon, les Français ont voté massivement pour régénérer le système aux dernières élections présidentielles. Et donc il ne peut le renouvellement politique est bloqué par toutes les lois sur les partis politiques et les Français en fait aujourd'hui auraient le choix entre l'abstention et cautionner le système, puisque s'ils votaient pour le Parti socialiste ce serait encore pire qu'aujourd'hui. Oui, alors effectivement c'est une société bloquée que vous venez de nous décrire. Je dois dire que ni l'un ni l'autre n'avons beaucoup d'originalité en la matière, puisque ça fait au moins 30 ou 40 ans que le livre La société bloquée avait été un grand succès. Ça ne l'a pas empêché d'être bloqué pendant toutes ces décennies, à ceci près que, à mesure que le temps passe, le blocage devient de plus en plus pénible. Parce que, si on veut prendre une autre comparaison, celle d'un tissu qui se distend, il est bien évident que même si on dit que jusqu'ici il tient, il vient un moment, après trop de tension, où il se déchire. Et je crois très sincèrement que nous sommes arrivés au stade où le tissu va se déchirer parce qu'il y a trop d'éléments qui sont actuellement en jeu. Les Français, ce que les Français n'ont pas encore compris, me semble-t-il, parce qu'on ne leur a pas expliqué suffisamment, c'est qu'on ne peut pas garder tout ce système. C'est-à-dire que les retraités veulent garder leur retraite, c'est très légitime. Après tout, on leur a dit, vous n'avez pas le choix, c'est ce système qui est le meilleur. Les gens qui ont un emploi veulent garder leur emploi, ils ne comprendraient pas pourquoi on veut dans le public, etc., etc. Donc, tout ceci nécessiterait une véritable pédagogie. Or, seul un homme, une femme d'ailleurs, de grand talent, et qui soit non seulement quelqu'un qui ait compris, mais qui sache expliquer, et serait à même de régler ces problèmes. Moi, je suis intimement convaincu que sans une préparation psychologique, toute réforme est vouée à l'échec. Bien sûr. On l'a bien vu aux États-Unis. Qu'est-ce qui a fait le succès des réformes de Reagan? C'est la préparation qui avait été faite notamment par Newt Gingrich et la victoire du camp conservateur, c'est-à-dire du camp républicain aux élections de 94, 84. Pas de 84, pardon, excusez-moi, qui a permis, je veux dire, le refus de l'État-providence qui a ramené Bush, mais je confonds les dates, non, ce que je voulais dire, c'est que le fait que l'État-providence ait reculé, même quand Clinton voulait le réinstaller, tient à la victoire de 94 de Gingrich. Mais 80, pour revenir à Reagan, la victoire de Reagan avait été précédée par toute une série de campagnes, y compris celles qu'il menait lui-même à la radio et à la télévision. Et donc, les gens n'ont pas été surpris que cette politique soit menée, pas plus qu'au Canada, où c'est tout de même la préparation qui a été faite par toute une série d'hommes politiques qui a permis depuis une dizaine d'années de faire des réformes. Donc nous, tant qu'on n'est pas à ce stade-là, on a au fond le choix, quand une catastrophe qui viendrait libérer, sinon les énergies, ou en tout cas les forces divergentes qui finiraient par remettre un petit peu de vie dans tout cela, ou alors l'effondrement progressif, ce qui est aussi une des thèses que certains de nos amis défendent. Enfin, ils n'en sont pas favorables, ils n'en sont pas partisans, mais ils la voient se dessiner. D'ailleurs, c'est ce qui se produit depuis les 30 piteuses, le livre de Nicolas Bavrez, mais cette période qui a suivi celle des 30 glorieuses, on voit une baisse progressive du niveau de vie de la population.
Il faut savoir que les personnes qui commencent à travailler, quel que soit leur stade de rémunération, que ce soit des ouvriers, des techniciens ou des cadres, aujourd'hui, et même non pas seulement quand elles commencent à travailler, mais après 10 ans, 20 années d'expérience, quand on fait des comparaisons de pouvoir d'achat avec la génération des années 60-70, aujourd'hui, en termes de le pouvoir d'achat immobilier, que ce soit à la location ou à l'achat, a été divisé par 2,5 depuis les années 70. Donc les gens vivent dans des surfaces 2,5 fois plus petites. Oui, c'est-à-dire que celui qui avait par exemple 30 mètres carrés, il a 2 fois et demi de moins. Voilà, alors là, ça a eu en fait 10. Il peut se tenir debout quand même. Exactement. Oui, on n'a pas réduit les plafonds, mais en surface. Et donc, c'est une baisse. Et aujourd'hui, bon, moi j'ai toujours mes exemples, quelques repères dans les supermarchés, mais le pack de 16 yaourts Danone Nature est passé de 2,04 € au mois de juillet 2007, aujourd'hui 3,14 €, plus de 50% d'augmentation. Les pâtes Barilla sont passées, les 500 grammes sont passées de 86 centimes d'euros à 1,26 € en même chose 7 mois. Donc après l'effondrement du pouvoir d'achat dans l'immobilier, il y a un effondrement du pouvoir d'achat sur tout ce qui concerne l'alimentation et l'énergie. Le prix du gaz va encore prendre 5,5 après avoir pris 4% il y a 2 mois, le litre d'essence. Donc les gens peuvent mettre de moins en moins d'argent dans leur voiture, de moins en moins peuvent de moins en moins acheter du gaz pour se chauffer ou pour faire la cuisine. Et c'est un lent déclin qui n'en est qu'à sa phase de début. Parce que pour l'instant, on n'a pas encore constaté le fait qu'en fait la France est ruinée et ne pourra pas payer ses retraites et continuer à payer. Il faudra vraisemblablement qu'un choc à un certain moment intervienne. Par exemple, une réduction assez drastique des retraites. Je dis cela, mais ça peut être autre chose. En tout cas, l'argent public ne se déversera plus. Et à partir de là, il faudra bien prendre des mesures pour faire en sorte que la situation change. Mais on ne peut évidemment qu'être très inquiet, car cette inquiétude d'ailleurs est partagée par des éditorialistes du système. Je lis sous la plume de quelques-uns d'entre eux des propos qui démontrent qu'ils ont bien compris d'une part quelle est la situation, et d'autre part et surtout qu'ils ne voient plus la possibilité d'en sortir par le biais traditionnel qui est celui de la prise en charge par les politiques. Or là, nous sommes dans une situation radicalement nouvelle et je crois que la France est effectivement en train de préparer un de ces sursauts dont elle a le secret, puisque nous sommes, c'est un truisme que de le dire, nous sommes incapables de faire des réformes, donc il faut que nous fassions des révolutions. Or une révolution, contrairement à ce que beaucoup de gens croient, ce n'est pas une explosion de violence par définition, c'est l'explosion surtout d'une incapacité. C'est-à-dire qu'une révolution a lieu quand quelque chose ne peut pas se faire. Là, ce qui s'est passé, par exemple, le régime a changé. Nous sommes en 5e République depuis 1958, et c'est pour une raison très simple. La situation économique n'était pas dramatique à la fin de la 4e République. Elle n'était pas toujours très bonne, et en particulier, les finances publiques étaient souvent à la remorque des apports américains. Mais enfin, on était quand même encore dans les 30 Glorieuses. Qu'est-ce qui s'est passé? Eh bien, tout simplement le fait que l'État, le gouvernement et l'État, n'étaient pas capables de résoudre un grave problème, l'Algérie. À partir de là, le régime, inévitablement, saute, et c'est un autre régime qui l'emporte. Alors, dans des conditions qui peuvent varier. C'est là qu'est tout le problème. Et je crois, je suis persuadé d'ailleurs que vous le pensez aussi à travers ce que vous venez de dire, que nous sommes quand même dans une situation qui incite à penser que le régime ne peut plus durer très longtemps. Oui, alors, à la fois, il ne peut plus durer très longtemps sur le plan financier, donc il n'a plus la possibilité, la capacité de se rénover sur le plan des idées. On le voit d'ailleurs, l'UMP, bon, le Parti Socialiste n'a pas la moindre idée sur ce qu'il faudrait faire, et l'UMP, qui était quand même une boîte à idées quand Sarkozy le présidait parce qu'il avait besoin de thèmes de campagne pour se faire élire, depuis lors a cessé de devenir une machine de réflexion. Or, c'est pratiquement le parti unique, bon, on pourrait appeler ça l'UMPS, mais
Aujourd'hui, donc, aucune idée ne sort. On voit que le jeu politique est bloqué. Le Parti socialiste, personne ne considère que le Parti socialiste ait des solutions aux problèmes pour la France, y compris les électeurs de gauche. Y compris les membres du Parti socialiste. Y compris, oui, oui. Très probablement. Ils en sont conscients. Il n'y a plus d'extrême droite ou de droite nationale qui s'est décrédibilisée également. Donc le jeu politique est bloqué, il n'y a pas possibilité, on a vu le MoDem de François Bayrou, dont on ne comprend pas très bien où il se situait entre le PS et l'UMP, mais a complètement échoué dans son implantation. Et, je veux dire, François Bayrou avait plus de 100 députés quand il avait récupéré le groupe UDF. Aujourd'hui, ils sont 2. Enfin, c'est un échec. Et on voit que la société civile ne peut pas non plus s'insérer dans le jeu politique parce que tout est verrouillé. Donc, pas de possibilité de réforme. On voit les 166 réformettes pour économiser 5 milliards d'euros. C'est complètement absurde. Sur 3 ans, ça fait 1,6 milliard par an. 166 mesures, ça fait 10 millions d'euros la mesure. Bon, mais c'est pas, alors qu'on a 50 milliards d'euros de trous et 50 milliards d'euros de dépenses supplémentaires par an. C'est juste ce qu'il vous faut pour acheter des yaourts, quoi, en fait. Voilà, pour que les Français s'achètent des yaourts. Tout c'est ça. Et donc, bon, il y a plus de possibilités de réforme. Donc, c'est une situation un peu, on a l'impression que tout est un peu en suspension et qu'on attend, et puis un beau jour, on va, un peu comme dans les personnages des bandes dessinées, ils continuent à marcher, ils sont en dehors d'appartements, ils sont sortis de l'immeuble, ils sont dans le vide, ils sont au 25e étage, mais ils continuent à marcher, puis d'un seul coup, quand ils vont voir, voilà, ils voient qu'il y a le vide en dessous, et hop, on plonge. Mais pour l'instant, ils continuent à marcher, ils sont dans le vide. Eh bien, c'est sur cette constatation qui n'incite pas à un optimisme démesuré que nous allons clore cette émission. Je vous remercie bien sûr, Jean-Christophe, d'y avoir participé. J'espère que vous reviendrez bientôt nous apporter peut-être de meilleures nouvelles, j'espère en tout cas. Si la France se réforme, je serai ravi de... C'est le premier content. Je rappelle le titre de l'ouvrage que nous avons publié ensemble, La Révolution bleue est en marche, aux éditions François-Xavier de Guibert. Et en toute modestie, je pense que cet ouvrage n'a pas pris une ride, hélas, depuis 1 an et demi que nous l'avons publié. Et donc, je pense qu'effectivement, le chantier est de nouveau largement ouvert et qu'il nous appartient maintenant de faire en sorte que les Français reprennent conscience de cette situation. Oui, les problèmes sont toujours là, mon cher Claude, c'est une certitude et toujours plus importante. Et je terminerai donc par une citation qu'un homme politique d'un autre régime avait dit au cours d'une de ses sorties officielles. Les problèmes de l'administration sont à l'ordre du jour et ils le resteront. Voilà une note un peu humoristique pour conclure une émission qui évidemment ne prêtait pas tellement à sourire. Madame, mademoiselle, monsieur, gardez courage néanmoins, il y a toujours une issue au problème. Soyez heureux, portez-vous bien, à bientôt et vive la France.